Les 3 cercles d'une vie. Mes années Biskra sont peut-être les plus heureuses de ma vie. Les 3 cercles qui font l'existence d'un homme se sont superposés avec bonheur. Ils se sont quelquefois chevauchés, mais ils ne se sont jamais heurtés. Le premier est plein du visage de feu, mon épouse, et de celui de mes enfants, avec les multiples et les inoubliables détails, ces convergences de sang, d'images et d'émotions qui sont les pulsations vivantes du passé. Le second est riche de la chaleur de l'amitié et le troisième est celui dont je parle tout au long du livre, celui de la grandeur et des misères de la condition de soldat. Nous sommes début septembre 1975. Je viens de passer 5 ans à la tête de l'école des parachutistes. Un bataillon était fin prêt et un autre sur le point de l'être. Les cadres remplissent correctement leurs tâches. Mon 3e cercle, le professionnel, a été enrichi à Biskra par des machines volantes et des hommes dont la vocation est de dominer les hauteurs, mais de ne jamais succomber à leur vertige. Vue des cimes. Lorsqu'on plane sous l'ombrelle salvatrice au bout des suspentes ou à bord d'un Antonov, les périmètres immédiats s'estompent. L'Algérie est immense. Jeunes Algériens habités par l'ardeur des néophytes, je les ai vus apprendre, jour après jour, à maîtriser l'effroi du vide et la loi de l'apesanteur. Mon bonheur est de leur avoir inculqué les règles qui font les soldats d'élite et constater, en les voyant à l'œuvre, la réussite de mes efforts. Il est temps pour moi de passer le relais. J'avais convenu avec mes supérieurs de parfaire ma formation en allant effectuer un stage à l'école de guerre de Paris. 2 officiers m'y avaient déjà précédé, Slim Saadi et Mjdoub Lekhalayat. Je ferai partie de la formation suivante, la 89e. Le jour du départ, je me présente à l'aéroport de Dar el-Beïda après avoir passé les formalités de police et de douane et exhibé mon ordre de mission. Je me rends dans la salle d'embarquement. Elle est pleine de monde. Soudain, je suis interpellé par un policier. Jawaz al-Safar min fadlik. Qu'a-t-il à me demander mon passeport alors que je viens de passer devant ses collègues? Je ne réponds pas. Il pense que je n'ai pas compris. Il insiste en français. Passeport bel-arbiya. Suivez-moi. Je lui emboîte le pas jusqu'à une grande pièce. Au fond, assis sur des fauteuils, 2 hommes sont en grande conversation. L'un d'eux est le commissaire de l'aéroport. D'un geste brusque de la main, comme s'il chassait un emportin, il fait signe qu'il n'a plus besoin de moi. Je fonce vers lui et l'apostrophe. « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» Il répond. « Je suis étonné de voir un lieutenant-colonel partir en stage. Il ne se lève même pas. Je le domine de toute ma taille. » Je lui dis. « Vous devriez retourner à l'école pour 2 choses. Apprendre à faire votre travail, ensuite à être poli. » Et j'ajoute. Si des documents officiels vous paraissent suspects, vous avez d'autres voies pour vérifier au lieu de prétendre me passer un interrogatoire. Et de quelle manière en plus? Je retourne vers la salle d'embarquement, passe sans m'arrêter au contrôle malgré les hurlements des préposés. Je suis content de venger le citoyen lambda qui transpire devant des tyrannos de guichet. 15 jours plus tard, ma petite famille me rejoint à Paris. J'entame le 1er cycle du programme de l'école de guerre, celui des forces terrestres. Le second cycle concernant l'interarmée, est-ce que je pourrais le terminer? Je n'en sais rien. Beaucoup de choses se passent à la frontière ouest du pays. Malgré l'éloignement, je reste à l'écoute des nouvelles de l'Algérie. À la rentrée de septembre et selon la tradition de cet établissement, chaque élève présente son curriculum vitae, puis vient le parrainage des étrangers. Pour l'officier américain et l'officier italien qui suivent le stage en même temps que moi, cela se passe sans problème. Quand mon nom est prononcé, un silence assourdissant plane dans la salle. Les parraineurs potentiels regardent droit devant eux, gênés. Soudain, mon voisin de table, le commandant Quino, lève la main. Il accepte de me parrainer. À la fin du cours, le commandant Hotel, un pied noir de Bebloued, blessé dans l'Aurès durant la guerre de libération, m'aborde. J'avais l'intention de te parrainer, mais je n'ai pas osé car, pied noir, je craignais un refus de ta part. Je lui réponds. Au contraire, cela m'aurait fait plaisir. Hotel n'est pas le seul à ressentir une sorte de gêne à me côtoyer. D'autres stagiaires français m'évitent ou ne m'adressent pas la parole quand ils me croisent alors que je fais des efforts pour passer outre les préjugés et les préventions. Un compagnon d'études, le commandant Davou Dostad, fils d'un général grièvement blessé en Algérie, devenu conservateur du musée des Invalides, me demande un jour ce que je pense de mes camarades français et quelles sont mes relations avec eux. Sans doute a-t-il remarqué qu'il faisait mine d'ignorer ma présence. Il a également remarqué que je leur rendais bien la politesse. « J'aimerais qu'on en reparle, propose-t-il. Le surlendemain, il vient vers moi. Au fond, ils ne vous en veulent pas. Ils n'en veulent qu'à eux-mêmes. Les stagiaires français qui ont participé à la guerre d'Algérie vivent mal le fait qu'un ancien félaga
devienne un compagnon d'études. Je mesure la force du ressentiment de ceux qui ne se sont jamais relevés de leur défaite en Algérie. J'aurai à le constater bien des fois encore au cours des décennies suivantes. Il y a des exceptions. Pruneau, l'officier qui m'a parrainé, plein de prévenance et de courtoisie, me recevra en famille le jour de l'an. J'ai de meilleures relations avec ceux des stagiaires qui n'ont pas participé à la guerre d'Algérie. Le stage avec ces derniers, dans un groupe différent, a pour but de nous familiariser avec certains principes d'emploi des forces, surtout le volet concernant les signes conventionnels. Le stage, qui est appelé, non sans humour, le stage des illettrés, dure 3 semaines. La crise du Sahara occidental fait que je ne peux aborder la 2e année qui traite de l'interarmée, l'année de la Grande Commission, où les officiers de l'armée de l'air, de mer et de terre font fusion. Amgala. L'Algérie, en envoyant des troupes au Sahara occidental, refuse le fait accompli marocain. Elle le fait en occupant militairement des points névralgiques disséminés à travers le territoire sahraoui. C'est ainsi que Guiltet Zemmour, Bir Maghrine, Amgala, Bir Lahlou, Tifariti et quelques autres points sont occupés par des détachements de l'ANP. Mais ces implantations sont choisies en dépit du bon sens et sans aucune idée opérationnelle de la façon dont ils pourraient être défendus. En cas d'attaque de l'une des positions, aucune autre ne peut lui porter secours. Les Marocains, devancés, choisissent l'offensive. Ils se portent sur Amgala, investi par une de nos compagnies arrivée un jour auparavant. Les troupes marocaines, présentes en nombre depuis la marche verte de novembre 1975, attaquent en force la Petite Oasis et remportent un succès facile. Nous sommes en janvier 1976. Les échos de cette défaite de l'ANP ont un grand retentissement au Maroc et en France. On peut imaginer la trépidation des médias marocains. L'Algérie, pays agresseur, a reçu la raclée qu'elle mérite. La propagande marocaine monte en épingle l'événement. Cette grande victoire des phares marque l'ANP tout entière. En stratégie militaire, déployer des forces et montrer ses muscles ouvre sur 2 possibilités. Soit la guerre est évitée, soit elle s'impose. Dans ce dernier cas, les conditions pour la faire doivent être réunies. La gesticulation bruyonne, se paye cash. Nos troupes, issues à 80% du contingent et agissant dans un milieu totalement inconnu, ont payé le prix de l'impréparation et de l'improvisation. Il faut désormais regarder les choses en face. La 3e région, au temps des Boudini. La 3e région militaire qui fait face à la menace marocaine n'a pas eu beaucoup de chance avec ses différents commandants. Les nominations à ces postes de haute responsabilité ont été décidées selon des critères politiques. L'allégeance inconditionnelle à sa personne paraissait à Houari Boumediene un substitut suffisant à la compétence militaire. Le commandant Salah Soufi, combattant courageux pendant la guerre de libération, pouvait assurément faire face en cas d'escarmouche limitée, mais il n'avait pas le profil professionnel pour analyser une situation organisée et coordonner des opérations avec tout ce que cela implique comme moyen classique à mettre en œuvre. Il doit quitter son commandement. Alors que la région est commandée par le lieutenant-colonel Slim Saadi, Mohamed Salah Yahyaoui, ancien membre du commandement de la Wilaya 1 historique, est désigné à Tindouf pour commander le SOST. Le colonel Yahyaoui a une approche, je dirais ALN, avec les officiers et les jounouds. Autrement dit, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun se débrouille comme il peut. Yahyaoui ne dispose pas de notions militaires classiques. Grièvement blessé dans l'Aurès en 1961, il ne peut pas affronter les immenses distances qu'il faut parcourir pour aller s'enquérir des situations exactes de chacun de nos bataillons. Les sièges durs des Land Rover, les chaos des pistes et la longueur des étapes mettent au supplice ces os brisés par l'acier ennemi. Il n'a pas beaucoup d'idées précises quant au volume, à la nature et à l'emplacement exact des forces auxquelles il fait face. Après Amgala, il quittera son commandement. Les contre-attaques par la 12e brigade mécanisée et par d'autres unités agissant sur la frontière mauritanienne n'auront pas lieu. L'ordre est donné à l'ensemble de nos troupes de rejoindre leur base à l'intérieur de nos frontières. Je me souviendrai toujours de ce jour où les nouvelles d'Amgala sont tombées. Le ciel parisien bas, gris et pollué, ajoute à la tristesse. C'est un samedi ou bien un dimanche, je n'ai pas cours. Le lundi, je me présente en retard à l'école, espérant que tous les stagiaires seraient déjà en classe et que je n'aurais pas à répondre à des questions. Le long couloir qui mène à la salle de cours est barré par un carteron de stagiaires arabes. Il y a là un lieutenant-colonel libanais
2 lieutenants-colonels marocains et un lieutenant-colonel tunisien. Visiblement, ils m'attendent, je devine qu'ils parlent de l'affaire. Je les salue sans un mot et je rentre dans la salle de cours. À la récré, je vois le colonel marocain Torres en embuscade près du percolateur. Il attaque Derchef. Sinzar, c'est très grave ce qui vient de se passer. Je rétorque, grave en quoi? Vous avez attaqué des humanitaires qui approvisionnaient des populations. Oui, c'est grave. Il ne cesse de répéter, c'est grave, tu sais, c'est grave. Oui, c'est grave. Répondis-je en écho. Mon grave n'a pas la même signification que le sien. Il reproche à l'Algérie de vouloir priver le Maroc d'un petit bout de Sahara alors que le nôtre est immense. Hassan II, nous allons d'une manière ou d'une autre nous en débarrasser. Qu'a-t-il voulu dire? Que c'est Hassan II qui empêche le colonel Torres et ses amis de régler son compte à l'ANP? Nous ratons la conférence qui se déroule à l'amphi. Le Khalayat, que je croise à Paris avant mon départ pour les vacances d'été, m'apprend que mon nom a été prononcé pour une affectation à Tindouf et que c'est le colonel Mohamed Salah Yahyaoui qui lui a appris cela. Nous sommes au mois de juillet 1976, début août, je suis en Algérie pour les vacances d'été. L'audit. Je passe un mois sans rien voir venir du côté du ministère de la Défense. Je m'apprête donc à entreprendre les formalités pour repartir entamer le 2e cycle du programme de l'école de guerre. Cultivant un secret maladif pour tout ce qui lui semble dépendre de ses prérogatives, réunissant toutes les qualités du bureaucrate accompli, le lieutenant-colonel Latraj, secrétaire général du ministère de la Défense, sourd à tout ce qui contredit sa façon de voir les choses, me convoque. Il ne laisse rien paraître. Il me dit « Je crois qu'ils ont besoin de toi en haut. Patiente dans la salle des officiers, je te ferai signe. » Une demi-heure plus tard, il me rappelle « Vas-y, Abdelmajid Allahum t'attend. » Afin de laisser méditer l'excellent lieutenant-colonel Latraj sur mes réseaux, mes relais et mes relations qui me permettent de connaître les choses avant lui, je lui apprends pourquoi le président me convoque. Il veut m'envoyer à Tindouf et je vais accepter. Je te demande 2 choses. Un prêt égal à ce que j'aurais perçu si j'étais resté une année supplémentaire à l'école de guerre et 15 jours pour mettre mes affaires en ordre. Pressé de me voir quitter son bureau, il bougonne. D'accord, on verra. Montre vite, on t'attend. Latraj a réussi le tour de force de s'isoler de tous, alors que le poste qu'il occupe est celui de la bonne écoute, de l'approche patiente et réfléchie des problèmes et de la proximité bienveillante avec les compagnons. On ne remplace pas Abdelkader Chabou comme ça au pied levé. Latraj a fourvoyé l'administration centrale du MDN dans un inextricable labyrinthe bureaucratique qui exaspère les chefs de région et les chefs d'unité sur le terrain. Lorsque la maladie avait rendu Houari Boumediene moins présent dans l'administration du MDN, les officiers, obligés pour raison de servir, de voir Latraj empruntent, contraint et forcé l'escalier qui mène à son bureau. Latraj a une définition très personnelle de la posture que doit avoir le chef. Il pense qu'en étant péremptoire et pointilleux à l'excès, il se ferait mieux respecter les cadres soumis à des tracasseries quotidiennes, y compris ses collaborateurs les plus proches, attendent comme une délivrance le jour où il passera la main. Je me présente donc à la présidence, Allahum m'introduit immédiatement, chose exceptionnelle, dans le bureau de Boumediene. Le président se lève et vient à ma rencontre. Il me serre la main et m'invite à m'asseoir. Il me dit « Je sais que tu as trop bourlingué, mais j'ai besoin de toi à Tindouf. Si tu dis non, je te laisse terminer ton stage. » Il sait que ma décision est déjà prise. Il ajoute « Une réunion sur Tindouf va se tenir, tu dois y assister. Tu iras à Tindouf pour procéder à une évaluation de la situation générale. Ensuite, tu reviendras me voir avec tes conclusions. » C'est clair et net. J'opine du chef. Il se lève et me raccompagne, la main posée sur mon épaule, puis il lance. « On m'a dit que tu avais quelques problèmes personnels à régler. Vas-y et prends ton temps. Quand tu auras terminé ton audit à Tindouf, tu reviendras me voir. Je prendrai en compte toutes tes suggestions. » Il me serre encore la main, je salue et me retire. Je retourne au ministère, pensif, Boumediene, quand il le veut, à la manière pour mettre ses officiers au pied du mur. Je suis de nouveau avec Latraj. Je vais rejoindre Tindouf dans quelques jours, tu le sais aussi, mais je dois retourner à Paris pour une quinzaine de jours. Je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, un prêt équivalent au salaire d'une année que je rembourserai à tempérament. Il s'écrie « Tu te rends compte de ce que tu nous demandes? De toute manière, je n'ai pas cette somme. » Écœuré par sa volte-face, je lui fais entendre ce que personne n'a jamais osé lui dire. Il reste sans voix. J'ai parlé plus haut des cercles où gravite un homme pendant son existence. J'ai évoqué le cercle familial et le cercle professionnel.
Il y a un troisième cercle, celui de l'amitié, pareil au rayon de lumière qui révèle les détails d'une scène de théâtre plongée dans la pénombre, m'ont apparu soudain illuminés les visages de ceux qui ont donné à mon séjour Biskri une raison supplémentaire d'aimer cette ville. Daraji Halimi, Salah l'armurier et le docteur Mordjaji El-Houeri. Je décide de m'adresser à Daraji, il me demande « Quand seras-tu à Paris ?»« Samedi », répondis-je. Daraji, mon vieux compagnon des longues randonnées pédestres, est dès le lendemain devant ma porte avec un paquet à l'aspect rebondi, enveloppé dans du papier craft. « Si tu as besoin de plus d'argent, fais appel à cette personne », ajoute-t-il, en me remettant en dessus du paquet un bout de papier portant un nom et une adresse. Al-Qasdir. La réunion Tindouf rassemble autour de Boumediene les colonels Mohamed Salah Yahyaoui, commandant l'académie militaire de Cherchel, Chedli Benjdid, commandant la 2e RM, accompagné de son adjoint Abdelmalik Gnezia, le lieutenant-colonel Slim Saadi, commandant la 3e RM, Qasdi Mirbah, chef des services, et moi-même. Boumediene avait mis en place ce qu'il avait déjà fait pendant la guerre en 1960, 61 et 62. Il avait divisé les territoires frontaliers avec le Maroc en 2 zones sud et nord. Slim Saadi au sud et Chedli Benjdid au nord. Les troupes à Tindouf renforcées dans l'urgence sont encore mal équipées. Slim Saadi, chef de région, et Mukhtar Kerkeb, assurant l'intérim du SOST, après le rappel de Yahyaoui, se démènent comme ils peuvent pour améliorer les choses. Je suppose que ce sont leurs mises en garde répétées qui ont conduit le président à vouloir regarder de plus près la situation générale de l'armée dans cette stratégique 3e région militaire. Une seule question est à l'ordre du jour, le renforcement de nos forces de Tindouf par les importants éléments blindés jusque-là implantés en avant de la ville de Sidi Bel Abbès, non loin de la frontière avec le Maroc. Leur mission était, en cas d'attaque des phares et occupation de n'importe quel point du territoire national, de contre-attaquer et de pénétrer à leur tour au Maroc. La discussion tourne autour de l'emploi de ces forces une fois translatées. 2 visions diamétralement opposées sont exposées, celle de Boumediene et celle de Slim Saadi. Slim insiste pour qu'elle soit en hérisson, c'est-à-dire en défense autour de Tindouf, et Boumediene ne veut pas donner une telle force de frappe pour la cantonner en défense. Slim, qui sait de quoi il parle, insiste. Il se paumerait, monsieur le président. Boumediene possédait quelques notions militaires rudimentaires teintées de vagues réminiscences des batailles de la Seconde Guerre mondiale, mais il confondait les grands espaces sahariens avec une table de jeu d'échecs. Le Sahara, c'est la chaleur, la soif, les immenses distances, la souffrance des matériels, la mise à l'épreuve de la logistique encore embryonnaire chez nous, et à chaque instant, le risque pour des unités en mouvement de se paumer, comme dit Slim. Nos chefs de brigade et de bataillon ne sont ni Rommel ni Guderian. Leur théâtre d'opération n'est pas la plaine de Koursk, mais des immensités désertiques et arides. Celui qui n'a pas de repères pour s'orienter, qui n'a pas rodé ses soutiens logistiques, va au-devant de la catastrophe. Slim Saadi est un tacticien prudent et réaliste. Boumediene est un stratège politique. Sa conception de l'utilisation des forces dépasse le cadre de la défense de Tindouf. Elle englobe le refus d'entériner l'occupation du Sahara occidental. Il faut donc qu'elle soit vue de l'autre côté de la frontière comme potentiellement offensive. Mais que vaut la stratégie politique si l'outil militaire qui la sous-tend et lui donne sa crédibilité disparaît soudain? Une question me brûle les lèvres, mais quel mot utiliser pour la formuler? Le président a-t-il conclu un pacte secret de non-agression avec Hassan II après l'affaire d'Amgala? Veut-il utiliser la menace que représentent nos forces autrement redéployées pour contraindre le Maroc à infléchir sa politique? Mais on ne pose pas de questions à Houeri Boumediene, surtout des questions de cet ordre. Slim, homme de métier ayant commandé un bataillon pendant la guerre de libération, sait que la connaissance et la maîtrise du terrain sont essentielles. Houeri Boumediene a une vision spartiale de la condition militaire. Les doléances des militaires sont pour lui de fâcheuses récriminations, à peine 1 degré au-dessous de l'atteinte à la sécurité de l'armée. Leur demande d'équipement, une fixation malvenue sur Al-Qasdir, la ferraille, mais il est quand même ébranlé par la justesse des arguments de Slim. Slim ne croit pas du tout aux garde-fous diplomatiques, ou plutôt, il veut qu'ils soient garantis par de bons garde-fous militaires. Quelques années auparavant, nous avions jugé utile de rajouter le mot « opération » à l'ordre du jour des réunions que Houeri Boumediene préside une fois par an avec les officiers de l'armée. Nous savions, nous qui n'avions aucune arrière-pensée politique, qu'il manquait quelque chose d'essentiel à l'ANP, un commandement opérationnel unique.
Lors de cette réunion consacrée à Tindouf, nous espérions que le président allait enfin aborder cette question de l'état-major qui nous tenait tant à cœur. Sans état-major, aucune armée ne peut accomplir ses missions. Il avait fait à chaque fois la sourde oreille. Traumatisé par la sédition de Sbiri en décembre 1967, il ne veut pas d'une structure qui ferait écran entre lui et ses militaires. J'ai fait une expérience une fois, vous savez comment cela s'est terminé. Je n'en ferai pas deux, dit-il, et d'ajouter. J'ai réglé le problème de bon voisinage avec le Maroc. Instruisez-vous, formez-vous, le moment du qasdir viendra. Il ferme le dossier qu'il a devant lui et lève la séance. Slim, assis à ma gauche, lance un jurant. Puis il dit à haute voix sans crainte d'être entendu, « Je pars à l'école de guerre ». Houari Boumediene n'en veut pas à Slim qui ose lui tenir tête et le contredire. Il sait que Slim est dans son rôle de chef militaire responsable de la vie de ses hommes et de la sauvegarde de ses matériels. Il sait au fond de lui, on peut tout reprocher à Houari Boumediene sauf de manquer d'intelligence, que Slim a raison. À l'heure des unités blindées et mécanisées, grandes consommatrices d'approvisionnement de toutes sortes, l'ANP n'a pas encore de capacité pour mener des opérations complexes. Sitôt rentré de Paris, j'installe ma famille à Alger. Je trouve auprès de mon beau-père, c'est Abdelhamid Barket, vieux monsieur à la retraite, une disponibilité de tous les instants. Il séjourne auprès de sa fille et des enfants pendant près de 4 années. Il s'éclipse dès qu'il sait par sa fille que je suis sur le point de rentrer à la maison. Ses petits-enfants ne comprennent pas pourquoi son départ coïncide avec mon retour. Ils se mettent à lui demander de partir afin de me voir apparaître. Mon aîné, âgé de 3 ans, fait des crises d'affectivité. Sa mère et son grand-père courent les hôpitaux. Soigné par le professeur Bellamine, allergologue, il est soumis à des cures de désensibilisation. Quand je suis à Alger, j'accompagne moi-même mon fils chez le médecin. C'est une occasion pour moi d'être un peu plus présent aux côtés des miens. Tindouf, état des lieux. Rien n'a changé dans le Tindouf que j'ai brièvement visité en 1967, sauf la piste en plaque PSB, maintenant goudronnée. Au loin, j'aperçois des MiG-17 dans leur alvéole. 2 avions sont en alerte au bout de la piste. À Tindouf se trouvent concentrés des postes de commandement et des unités de soutien. Les forces de combat, elles, sont éparpillées sur le plateau. Je suis reçu par le lieutenant-colonel Mukhtar Kerkeb, responsable opérationnel, et par le commandant L'Ayachi Sayed, chef du secteur territorial. Nous faisons une halte au PC du secteur pour un café. Puis nous nous portons au poste de commandement situé dans un casernement datant de l'époque coloniale, excentré par rapport au village, niché sur une des plus hautes collines de Tindouf. Nous passons par quelques bâtiments où sont installés les services de la logistique. Les responsables sont fiers de me montrer leurs nouvelles acquisitions. Un four électrique à pain qui travaille 24 heures sur 24 avec des boulangers recrutés à Djidjel. Nourrir des milliers d'hommes n'est pas chose aisée. Une bonne partie des rationnaires n'a eu pendant longtemps que le pain local cuit dans du sable chauffé au feu de bois, appelé el mella.